Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Pâques, c'est ce dimanche. Les chrétiens vont célébrer la résurrection du Christ le 17 avril pour permettre à tous de passer une très belle fête pascale. L'état-major général des armées lance l'opération de sécurisation Paquinou 2022. 14 000 soldats, militaires, policiers et gendarmes seront déployés sur le territoire. C'est la fin des travaux des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Les parties prenantes à ces assises de l'école ivoirienne ont analysé les résultats obtenus. Cette commission thématique mise en place ont validé et produit un rapport de synthèse en présence de la ministre Mariatou Kone. Le ministère des Transports retrousse les manches contre la corruption, les raquettes et demande de pourboires injustifiés à l'aéroport. L'autorité nationale de l'aviation civile invite tous les agents exerçant dans la zone aéroportuaire à faire preuve de professionnalisme et d'éthique pour préserver la belle image de la Côte d'Ivoire. Un bateau transportant des dizaines de migrants fait naufrage au large de la Libye. On déplore 6 morts et 29 disparus. Selon l'Organisation internationale des migrations de l'ONU, le navire qui a chaviré transportait plus de monde qu'il ne devrait contenir. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez à notre rendez-vous culturel de samedi. On parle littérature aujourd'hui avec l'ancien ministre des Droits de l'Homme. Joël Nguessan a été porte-parole du Rassemblement des Républicains pendant 10 ans. Il fait partie aujourd'hui de la famille des écrivains de Côte d'Ivoire. Il a à son actif 8 ouvrages. Son dernier né, Porter la parole, un sacerdoce, est publié après coronavirus Le crépuscule de nos orgueils. L'écrivain et homme politique lègue à ses lecteurs son expérience de 10 ans de porte-parole là au service d'un leader et d'un parti politique. À cœur ouvert ce soir, il partage ses succès et ses échecs. Bonsoir, M. Joël Nguessan. Bonsoir, Marie-Laure. Alors, pendant 10 ans, vous avez porté la parole de votre leader, le président Alassane Ouattara, et de votre parti, le RDA, qui est devenu après RHDP. Vous n'exercez plus cette fonction depuis 2018. Alors, dites-nous, pourquoi avez-vous décidé aujourd'hui de partager ce pan de votre vie dans un livre? C'est assez important parce que nous avons tous l'habitude d'oublier ce qu'on a dit, ce qu'on a écrit. Ils sont nombreux ceux qui se perdent dans leurs propos passés et qui racontent autre chose. Moi, j'ai tenu à ce que tout ce que j'ai dit pendant les 10 ans à côté du président Alassane Ouattara qui m'a fait confiance, j'ai tenu à ce que cela soit consigné dans un écrit, dans un document. Parce que les paroles s'envolent. Bien sûr que la parole s'envole, les écrits restent et surtout qu'avec le temps, la mémoire des événements s'effacent et souvent on a tendance à raconter des choses qui n'ont plus rien à voir avec les faits réels. D'accord, et vous nous en direz davantage. Bien sûr que dans une trentaine de minutes. Merci beaucoup. On va se retrouver tout à l'heure et ce sera dans la page culture. Vous restez pour le moment avec nous. Nous allons nous rendre dans le centre du pays où les populations se préparent à célébrer Pâques comme tout le monde d'ailleurs. Et en pays baoulé, on dit Paquinou, comme on le dit donc dans ce pays. Et c'est un moment propice pour parler paix et développement. Le président de l'ACCD, Association des cadres du Centre pour le développement, le ministre Amédée Kofi Kwaku sensibilise à la paix en zone rurale, précisément à Assa-Bonois. Le château d'eau du village a été inauguré à la grande joie des populations, nous rapporte Eric Gori. De l'eau potable pour les populations de Assa-Bonou, localité située dans le département de Tiébissou. Amédée Kwaku est invité par ces populations reconnaissantes au président de la République. Leur vie enregistre une valeur ajoutée. Son Excellence Alassane Ouattara, qui a décidé de faire en sorte que les Ivoiriens chacun puisse avoir le bien-être. C'est ainsi que le plan de développement qu'il a lancé permet donc que nous puissions avoir de l'électricité, avoir de l'eau courante, avoir des infrastructures de tout genre pour permettre une Côte d'Ivoire solidaire. C'est un château d'eau qui permet de servir au moins 25 000 habitants. La politique du RHDP se traduit en actes concrets, d'où cet engagement de la jeunesse du village. Je demande à tous mes parents de se joindre à moi avec des applaudissements bien nourris pour dire un grand merci au président Alassane Ouattara. Priez à vous lever et dire merci
grand merci. Tout le monde debout et dit grand merci au président Alassane Ouattara. Au cours de sa prise de parole, Amédée Kouakou salue l'engagement de ces jeunes du village à suivre Alassane Ouattara avant de poursuivre. Je suis très heureux qu'aujourd'hui Assa Bonou ait de l'eau potable. Mais je suis d'autant plus heureux que votre président du comité d'organisation a dit à partir d'aujourd'hui, le village d'Assa Bonou est avec le président Alassane Ouattara. Quand vous arrivez aujourd'hui à Tiébissou, grâce au président Alassane Ouattara, il y a un peu de goudron qu'on a mis à Tiébissou. Ça a été rappelé tout à l'heure. Tiébissou, Didier Vie est déjà goudronné. Mais le président Alassane Ouattara est en train de goudronner Tiébissou, Sakassou, jusqu'à Béoumi. Le goudron est en train d'être fait. Mais c'est de ça qu'il s'agit. La mutuelle du village a été investie par Amédée Kouakou. Elle aura en charge de travailler à consolider la paix et à œuvrer pour le développement de la localité. Pâques, c'est ce dimanche. Les chrétiens en Côte d'Ivoire comme ailleurs célébreront la résurrection du Christ demain 17 avril. Eh bien, pour permettre à tous de passer une très belle fête pascale, l'état-major général des armées a déployé sur l'ensemble du territoire 14 000 soldats. C'est l'opération de sécurisation dénommée Pakenou 2022. Elle est composée de militaires, de policiers et de gendarmes, nous dit Abou Sanogo. Les forces de sécurité et de défense seront déployées sur l'ensemble du territoire national afin de permettre aux populations de passer d'agréables moments de fête pascale. Pour sécuriser ces moments de réjouissance au cours desquels les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ, 14 000 hommes seront déployés pendant 4 jours, soit du 15 au 18 avril. C'est donc une opération de sécurité publique intérieure, limitée dans le temps et qui vise à sécuriser la période de Pâques. L'opération Pakenou 2022, présenté à l'état-major général des armées à la salle générale de corps d'armée Lassina Doumbia, mettra un accent particulier sur les régions du centre du pays et les voies de communication les reliant aux régions de production agricole. Par ailleurs, les espaces de réjouissance, des lieux de culte, de grands rassemblements et des sites d'attraction seront sécurisés. À cela s'ajoute la sécurisation des axes interurbains, la régulation du trafic en zone urbaine et répression sur la voie publique, veille antiterroriste, traque de toute forme de délinquance et de la grande criminalité. Des 14 000 hommes à déployer, 6 000 sont issus de la police nationale, 6 000 de la gendarmerie nationale et 2 000 des armées. Et on s'active pour Pakenou, en pays baoulé. La caravane Solidarité de l'ONG Oukademe est aux côtés des chefs cantons de Boaké. Les 5 chefs de canton baoulé ont reçu des bœufs pour leur permettre de recevoir leurs invités qui arrivent de tout le pays et même de l'extérieur pour vivre cette fête de retrouvailles, encore appelée Pakenou. Kade Sogodoro. La caravane de solidarité de l'ONG Oukademe fait escale au domicile de Nana Ngoran Kofi II, chef canton Fafoué, porte-parole de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire dans la région de Béké. L'ONG offre des bœufs aux 5 cantons de Boaké, à savoir les cantons Pépressou, Ndranoua, Dong, Fari et Fafoué. Il est question de leur permettre de célébrer Pakenou. C'est une grâce de Dieu que d'être vivant. Mais que cette année, on a une particularité, c'est que le Ramadan et Pâques coïncident. Donc, ces dons ont une particularité et nous sommes venus voir les chefs des cantons avec les bêtes au nom des cadres de Boaké, en notre nom, au nom du Premier ministre, son Excellence Patrick Kachi, au nom du ministre Amadou Kone, notre leader de Boaké, pour leur offrir ces bêtes, pour leur permettre de passer une fête de Pâques dans l'allégresse. Un geste apprécié à sa juste valeur par la chefferie traditionnelle. Ça fait 8 ans qu'il réitère ces mêmes dons pendant les fêtes de Pâques. Nous ne faisons que prier pour lui, prier pour qu'il avance, qu'il ait une très bonne santé, pour qu'il y ait une très bonne promotion aussi. Et on s'intéresse à la première édition de Escale Pakenou qui vient d'être lancée à Boaké. C'est une initiative de la direction et du centre culturel Jacques Aka. Escale Pakenou est un espace culturel et gastronomique de transit pour les populations en partance pour les villages du centre pour célébrer la fête de Pâques. Image rapportée pour vous par Guénéba Ouattara et Charles Tatou de RTI Boaké.
La solidarité s'accentue en cette période pascale et de Ramadan. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a fait don de sucre et de riz à la communauté musulmane ainsi qu'aux journalistes de Côte d'Ivoire. Les dons étaient réceptionnés par le COSIM et l'UNJCI. Konaté Moussa. Le président de l'Assemblée nationale apporte son soutien à la communauté musulmane. Amadou Soumaoro fait don de 5 tonnes de riz et 5 tonnes de sucre au COSIM. Un mois de solidarité, un mois de pénitence et surtout des prières. En cette heureuse circonstance, le président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, a envoyé une délégation auprès des guides religieux, membres du COSIM, pour venir témoigner de sa solidarité à l'égard de la communauté musulmane. Le geste est bien accueilli par les guides religieux. Le président du COSIM exprime sa reconnaissance. Ce qu'il a fait aujourd'hui ne nous surprend pas. Nous savons tout ce qu'il fait aussi, non seulement pour la communauté musulmane, mais pour toutes les autres communautés. Que Dieu lui donne longue vie, bonne santé, et que Dieu fasse que la mission qui lui a été confiée, il ait des bons collaborateurs qui vont l'aider à accomplir bien sa mission, et que Dieu le fortifie. Les acteurs de la presse ne sont pas en marge de cette action sociale du président Amadou Soumaoro. Des vivres sont également remis à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale se sent solidaire de ses frères journalistes et leur apporte modestement, à son modeste niveau, un don pour ce mois de partage, ce mois de piété. C'est autant de journalistes qui recevront ce don, qui verront leur famille profiter pendant ce mois-là de ce don. Nous disons infiniment merci au président. 3 tonnes de sucre et 1 tonne de riz, c'est la quantité des dons du président Amadou Soumaoro à l'ensemble des journalistes. Le ramadan se poursuit et le jeûne musulman continue. Hier, à la RTI, la communauté musulmane de l'entreprise a organisé une rupture collective de jeûne. La communion, la cohésion étaient au rendez-vous, nous explique Khalil Diomandé Issa Chonayo. C'est dans cette atmosphère conviviale et fraternelle que les musulmans de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI ont procédé à la rupture du 14e jour de jeûne du mois de Ramadan. La ministre Mariatou Kone, aux côtés de ses frères et sœurs, pour partager cet instant de communion. Comme elle, la communauté chrétienne de la RTI est présente à la cérémonie. Nous sommes dans un mois béni, un mois de piété, ici à la RTI. Pour parler de convivialité, il est important de se retrouver avec nos frères, n'est-ce pas, chrétiens, pour le renforcement de la cohésion. Pour nous, il est important d'être solidaires en ce mois de Ramadan. La 3e édition, comme les précédentes, réunit non seulement les agents musulmans, mais leurs frères chrétiens. Comme pour dire qu'à la Maison Bleue, la diversité des courants religieux n'a jamais nui à l'unité d'action pour accomplir le service public. La ministre Mariatou Kone, marraine de la 3e édition de cette rupture collective des jeunes, traduit toute sa fierté de soutenir l'initiative. Mesdames et messieurs, cette rupture collective de jeunes est un exemple éloquent de dialogue interreligieux et interculturel. Je voudrais féliciter donc la communauté pour cette belle initiative qui est conforme à la volonté d'Allah, le Tout-Puissant. Cette cérémonie de rupture collective a été marquée par une conférence prononcée par le professeur Yahya Karamoko sur la vie en communauté. Des prières ont été faites pour le renforcement de la cohésion entre les agents de la RTI. Depuis plus d'un mois, le RHDP, dans le cadre de sa restructuration, a de nouveaux organes de fonctionnement. Le secrétariat national chargé des jeunes actifs sur le terrain vient justement d'organiser un moment de prière pour notre pays ainsi que pour le président de la République. C'est une initiative du député Charles Niaoré. La cérémonie a eu lieu à Kong. Kader Sogodogo. Mosquée historique de Kong. Lecture du Coran pour demander des bénédictions pour la Côte d'Ivoire et pour le président de la République. Ce sont donc la quasi-totalité des dignitaires religieux musulmans de Kong qui sont réunis. L'initiative de cette action de piété vient du secrétariat national des jeunes du RHDP. Nos remerciements au ministre d'État, au ministre de la Défense, à toutes ces personnalités qui nous ont reçus et dire que nous voulons faire la promesse que
nous ferons à la manière du président Alassane Ouattara avec les jeunes du RHDP. Parce que pour nous, le président Alassane Ouattara, le père Alassane Ouattara, c'est une véritable école. Des prières et des bénédictions pour la Côte d'Ivoire, le témoignage d'un attachement et d'une reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, et à sa terre natale. Pour les cadres de Kong, l'initiative est heureuse. Surtout, en cette période de jeunes musulmans, le moment et le lieu sont bien choisis. On demande aux jeunes de se mobiliser, de ne pas écouter ces vendeurs de rêves, ces vendeurs d'illusions. Ce n'est pas ça l'islam. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est la paix. Et Alassane Ouattara nous offre la paix parce qu'il y a la sécurité. Et je suis vraiment heureux d'être témoin de cette prière, surtout que la prière a été dédiée au président de la République et au ministre d'État de la Défense. Un bœuf, une tonne de riz, une tonne de sucre, c'est le don du secrétariat national des jeunes du RHDP à l'imama de Kong. Avant de quitter Kong, la délégation a également rendu visite au clergé catholique de Kong. En ces lieux, des dons en vivres ont également été remis pour faciliter ce mois du carême chrétien. Et dans cette atmosphère de prière, le ministère des Transports appelle à garantir la bonne réputation de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et met en garde contre toute forme de corruption, de racket et demande de pourboire injustifiés. L'autorité nationale de l'aviation civile, face à la presse, a invité tous les agents exerçant dans la zone aéroportuaire à faire preuve de professionnalisme et d'éthique pour préserver la belle image de notre pays, la Côte d'Ivoire. Courant janvier, le parquet militaire saisi de diverses plaintes liées aux rackets sous forme de mendicité à l'aéroport d'Abidjan avait missionné des enquêteurs afin d'arrêter tout agent convaincu de ces pratiques. Ces injonctions n'ont visiblement pas porté. Le ministère des Transports vient de faire le même constat. De quoi irriter l'autorité nationale de l'aviation civile, inquiète de voir s'éroder tous les efforts faits pour obtenir la certification de l'aéroport d'Abidjan. Il a été décidé d'instaurer des annonces qui ont commencé depuis hier pour sensibiliser le passager sur la question du racket. Ces annonces seront suivies d'affiches qui seront accompagnées d'un numéro vert. Il y aura en plus une exigence, c'est que tous les agents travaillant à l'aéroport porteront désormais leur nom visible sur leur tenue de travail. Toutes ces mesures organisationnelles sur la zone aéroportuaire d'Abidjan seront appuyées par des sanctions sans préjudice de poursuites judiciaires contre les extorsions d'avantages en numéraire ou en nature. Des agissements qui s'apparentent à des actes de corruption. Accepter le racket et la corruption sur un aéroport, ça dégrade tout ce que nous avons fait comme effort pour amener notre aéroport à ce niveau de sûreté. Nous tenons à avoir un aéroport de référence. Et nous tenons donc à ce que ces mesures qui ont été décidées aboutissent à un résultat qui satisfasse toutes les autorités. C'est de haute lutte que l'aéroport d'Abidjan a obtenu en 2015 et 2017 la certification américaine TSA et la certification OACI. La certification américaine porte exclusivement sur la sûreté dans les aéroports. Quant à la certification OACI, elle concerne l'environnement, la sécurité et la sûreté, tant du point de vue des infrastructures que du fonctionnement. Dans l'actualité nationale, notez également que c'est la fin des travaux des États généraux et de l'éducation nationale et de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Les parties prenantes à ces assises de l'école ivoirienne ont analysé les résultats obtenus. 7 commissions thématiques mises en place ont validé et produit un rapport de synthèse. C'était en présence de la ministre Mariatou Koné. C'est Sephora Zegui pour le reportage. Partager les constats, les enjeux, les forces et les faiblesses de l'école ivoirienne afin d'y trouver des solutions pour lui insuffler une nouvelle dynamique. Ce sont entre autres les défis des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Après 9 mois d'intenses travaux pour redorer l'image de l'école, place maintenant à la matérialisation des propositions, selon la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné. Nous sommes satisfaits des États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation parce que tout le monde a participé, tout le monde a contribué et la mise en œuvre se fera également grâce au président de la République parce qu'il a mis l'école au centre
de toutes ces priorités. Au nombre des résolutions prises lors de ces travaux, 2 points retiennent l'attention. L'élève, l'enfant est au cœur du système. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le rôle de l'enseignant. L'enseignant est au cœur de l'école. La réussite de l'enseignant a commencé par son mode de recrutement, sa formation initiale, ses motivations. C'est tout cela qui va nous aider à faire de l'école ivoirienne une école de qualité. L'objectif de ces états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation est de co-construire un pacte social durable en faveur d'une école ivoirienne centrée sur la réussite des élèves et l'appropriation des valeurs républicaines. Un rapport de 18 000 pages qui contient les résolutions des EGENA a été produit par les 7 commissions thématiques. Il sera remis au président de la République les jours à venir. On est toujours dans le secteur de l'éducation. Les lignes bougent. Le député Maurice Kakou Gikawe a offert récemment à Dikwe Palenyoa des timbres pour jugement supplétif à la Direction générale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation et des Gagnois. L'objectif est de faciliter l'insertion de 520 élèves non déclarés à l'état civil dans les écoles primaires et promouvoir surtout la scolarisation des enfants de la sous-préfecture de Gagnois. Jamagagi. Il s'agit de 110 enfants de l'inspection de l'enseignement primaire de Gagnoa Lonassi, 202 enfants de l'IEP de Nyambodunyoa, 168 écoliers de l'IEP de Serio et 40 écoliers de l'IEP de Gagnoa Djoulabougou à n'avoir pas à ce jour d'extrait de naissance. Au vu de cette situation, la directrice régionale de l'éducation nationale, Amonkou Valentine, remet séance tenante des timbres pour jugement supplétif aux inspecteurs, dont de Maurice Kakou Gikaïwe, député de Gagnoa sous-préfecture. Un acte qui sauve l'année scolaire de plus de 500 enfants des classes de CM2. Tous les élus se mettant à faire comme lui, il n'y a plus un seul enfant dans le département de Gagnoa, dans la draine de Gagnoa qui couvre le département de Gagnoa et le département d'Oubé, qu'il n'y ait plus aucun seul enfant sans extrait date de naissance. Expliquant la procédure telle que la loi le recommande, le donateur espère soulager d'autres élèves encore dans le besoin. Comme la procédure est gratuite, il faudrait au moins qu'ils aient le timbre. Dès que la procédure va être faite, ils puissent avoir l'extrait. Nous allons faire la sensibilisation des parents. Nous l'avons vécu, mais ça c'était dans les années 60. Les dispositions ont été prises pour faciliter la délivrance des actes de naissance. Au niveau national, l'on enregistre plus de 68 000 enfants de la classe du CM2 concernés par cette situation dans les départements de Gagnoa et Oumé. La ministre d'État Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo, a procédé à la remise de matériel roulant et d'équipements et d'une valeur de plus de 560 millions de francs CFA à l'administration municipale. Cette remise a pour but de permettre aux travailleurs de la mairie d'être plus efficaces, performants et obtenir ainsi de meilleurs résultats, nous rapporte Sephora Zeki. Véhicules de service, camions bennes, pelleteuses, chargeuses, compacteurs et équipements remis à l'administration municipale par le maire Kandia Camara. Les travailleurs de la mairie d'Abobo viennent ainsi de voir leur mobilité renforcée pour être plus efficaces sur le terrain. Je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus. Je prends ici et maintenant l'engagement que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes tout en réduisant l'effort pour atteindre les objectifs qui nous ont été fixés. Nous jouons notre partition à l'effet de changer le visage de la commune comme vous le souhaitez tant. Kandia Camara veut permettre à ses collaborateurs et agents d'être mieux outillés et plus proches de la population. Je suis très heureuse de pouvoir mettre à la disposition de mes collaborateurs, de nos collaborateurs, les agents de la mairie d'Abobo, des véhicules pour leur permettre de mieux faire leur travail. Vous savez, quand on est exigeant, quand on attend des résultats, il faut permettre à ceux qui doivent donner ces résultats-là d'avoir les moyens pour faire leur travail. De permettre
à la police municipale d'être mieux équipée, donc mieux outillée pour faire leur travail d'encadrement, leur travail de sécurisation. En marge de cette action, le maire d'Abobo a offert du mobilier composé de tables-bancs, bureaux, balançoires et tourquinés, entre autres aux écoles primaires publiques et maternelles de sa commune. Le maire d'Abobo a également mis du baume au cœur de 100 veuves et veufs en leur offrant 100 sacs de riz pour leur permettre de fêter la Pâque et le Ramadan. Le secrétaire général du FPI et Front populaire ivoirien vient de prononcer une conférence de presse. Un seul point à l'ordre du jour, la fête de la liberté qui aura lieu le 30 avril prochain à Abengourou. Et les organisateurs attendent pour cette fête plus de 20 000 militants du FPI. On en sait plus avec Ahmed Traoré et Rigori. Le secrétaire général du Front populaire ivoirien soutient que la liberté est une quête perpétuelle. Selon Isiaka Sangaré, il faut la sauvegarder, même quand elle est acquise. C'est ainsi que le secrétaire général du Front populaire ivoirien ouvre son échange avec les journalistes invités à cette conférence de presse. En effet, le secrétaire général du Front populaire ivoirien a informé son auditoire que pour l'année 2022, la fête de la liberté se tiendra à Abengourou, ce samedi 30 avril. Le choix renouvelé d'Abengourou après la forte mobilisation du 30 avril 1999 se justifie par la volonté de reconquérir une région, l'Indénieux Diablin, en renouvelant le pacte entre le FPI et les populations, afin de renforcer l'implantation du parti dans la région. En outre, le parti entame, sous l'ère de la Renaissance, la mobilisation dans la dynamique des élections locales et présidentielles prévues pour 2023 et 2025. D'autant plus que cette région a déjà donné des députés au Front populaire ivoirien. C'est l'occasion pour nous de réaffirmer notre attachement aux valeurs démocratiques et notre engagement à aller à la réconciliation. 20 000 militants sont attendus. Remobilisation du FPI pour les élections locales et partielles est le thème retenu pour cette édition. Des panels relatifs à la liberté meubleront cette fête de ce parti politique. Et on l'a appris aujourd'hui, un bateau transportant des dizaines de migrants a fait naufrage au large de la Libye. On déplore 6 morts et 29 disparus. Selon l'Organisation internationale des migrations de l'ONU, le navire qui a chaviré transportait plus de monde qu'il ne devrait contenir. L'embarcation en bois convoyait 37 migrants lorsqu'elle a coulé la nuit dernière au large de la ville de Sabrata. Les corps de 6 personnes ont pu être repêchés. Les 29 autres sont toujours portés disparus. Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. C'est reparti pour le FEMIA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. La 14e édition a été lancée. Le FEMIA est organisé chaque année, vous le savez, par le groupe ivoirien Magic System. L'événement aura lieu du 10 au 15 mai prochain et réunira une douzaine d'artistes. Ces artistes se produiront à l'INGS, ici à Abidjan, mais à San Pedro aussi, pour ces belles plages à découvrir. Issa Tchunayeo, Serge Pakomdidi. Et revoilà le FEMIA 14. Festival de musique urbaine d'Anoumambo. Cette 14e édition du festival musical prévu du 10 au 15 mai. Le FEMIA cette année a voulu mettre la jeunesse au cœur des débats pour que nous puissions aborder la thématique sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes. Permettre aux jeunes de se rencontrer, permettre aux jeunes d'échanger avec des leaders d'opinion. Et je crois que c'est en parlant que nous pouvons avoir des solutions. Mais cette année, je dois dire, le thème, ça nous touche. L'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes sur un continent jeune, dans un pays jeune, je crois que c'est le thème principal. Et d'ailleurs, c'est aussi le thème qui forme un des piliers de l'alliance entre l'Europe et l'Afrique. Le FEMIA 14, ce sont 12 artistes provenant de 7 pays. Je promets sinon le meilleur des shows de ma carrière pour ce show-là. On dit juste merci à Gao Production, merci à Magic System de nous avoir mis sur ce plateau parce que ça regroupe, si on veut voir, tous les artistes du monde entier. C'est un grand plateau, donc pour nous c'est un plaisir d'être là.
Le ministre Adama Kamara et Mamadou Touré saluent le choix du thème de cette édition. Ce thème vient qu'à point nommé et juste rassurer à Salfo que mon département ministériel va se mobiliser autour de FEMUA 2022 pour justement ensemble explorer durant cet événement toutes les possibilités, toutes les opportunités en faveur de l'employabilité des jeunes. Au-delà du caractère festif du festival, c'est un thème qui est plus que d'actualité. La question de l'emploi, la question de l'employabilité des jeunes est une réalité. Et ce festival, que je qualifie de festival studieux, va nous donner l'occasion, pendant les rencontres qui auront lieu, d'aborder ce sujet qui est plus que sérieux. Après le Sénégal l'an dernier, c'est la RDC, République démocratique du Congo, qui est le pays invité d'honneur pour cette édition. San Pedro est la ville choisie pour le FEMUA décentralisé. On arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve avec plaisir, M. Joël Nguessan. Alors, la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, qui a préfacé votre ouvrage, vous qualifie d'écrivain prolixe. Votre ouvrage porté la parole Un sacerdoce est le 8e de votre grenier littéraire. Alors, entre la politique et l'écriture, dites-nous, qu'est-ce qui prend l'ascendance chez M. Joël Nguessan? Les deux vont de pair. Parce que ce qui est important, c'est que quand on a des idées, quand on est en politique, il est conseillé de coucher ces idées-là sur des pages. C'est pour ça que j'ai dit que les deux vont de pair. Et moi, j'ai estimé que, en tant qu'homme politique, je dois consigner dans des écrits régulièrement tout ce que j'entends, tout ce que je constate et surtout mes analyses personnelles. Et pour les léguer comme héritage à la jeune génération en quête de savoir. Alors, d'entrée de jeu, dans votre œuvre, vous invitez vos lecteurs à faire la différence, la nette démarcation entre le griot et le porte-parole. Quelle est cette différence? C'est tout simple. C'est que le griot, c'est quelqu'un qui passe son temps à répéter sans cesse ce que les ancêtres lui ont dit. Et avec le temps, très souvent, ce qu'il dit est un peu dénaturé. Il vante les mérites, le griot. Il vante les mérites, mais j'ai dit avec le temps. Au bout de 100 ans, 200, 300, il y a certains mérites qu'on ne vante plus. Alors que le porte-parole, lui, c'est quelqu'un qui est chargé de porter la parole d'un leader ou bien d'un groupe politique et de dire les choses qui vont dans l'intérêt de ce groupe politique. D'accord. En quoi est-ce que le porte-parole est-il un sacerdoce? Dites que c'est un sacerdoce pour vous. Oui, pour moi, je considère que c'est... Effectivement, l'expression sacerdoce, ça s'emploie à la religion. À la religion, ainsi de suite. Mais sans aller dans ce sens, je peux dire que c'est un engagement qu'on prend de rendre fidèle l'esprit d'un parti politique et rendre fidèle l'esprit d'un leader. Vous ne vous en détournez pas? Non, non, surtout pas. D'accord. Vous portiez, parce que c'est au passé, c'est depuis 2018 que vous portiez cette parole d'un leader et d'un parti. Alors, comment arriviez-vous à porter ces deux chapeaux? Était-il si aisé de porter ces deux chapeaux à la fois? Ce n'était pas évident parce que non seulement il fallait connaître le leader, le président Alassane Ouattara, connaître son mode de pensée, surtout sa vision, connaître son projet avant de pouvoir s'exprimer. Donc, il fallait connaître la personne, ses idées, les idées de son parti. Et tant que vous n'avez pas maîtrisé ça, vous ne pouvez pas porter sa parole. Vous allez vous retrouver en train de dire des choses qui peut-être ne sont pas dans la vision que lui, il a. Et surtout qu'on était, au moment où j'étais porte-parole, avec un groupe de porte-parole, on était dans l'opposition. Il fallait connaître l'individu, connaître la personne avec sa vision de la Côte d'Ivoire. Et donc,
C'était facile, étant dans l'opposition, vous... Et puis après, quand vous êtes passé au pouvoir, il y a une différence entre porter la parole quand on est dans l'opposition et quand on est au pouvoir? Bien, quand on est dans l'opposition, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord, de faire connaître la vision, la pensée du parti et du leader. Quand on est au pouvoir, c'est d'amplifier les actions qu'il est en train de faire, de mener sur le terrain. Et c'est ce que j'ai eu à faire. D'accord. Effectivement, quand on est arrivé au pouvoir, je me suis retrouvé... C'était plus aisé, non? Quand on est au pouvoir? Non, c'était pas plus aisé que ça, puisqu'il y a des moments où il fallait réfléchir par 2 fois avant de dire certaines choses. Certaines choses. Il y a des anecdotes que vous allez nous rapporter, mais nous allons essayer de nous faire une nette idée de cet ouvrage. 530 pages, je rappelle, près d'1 millier de pages à lire, mais c'est facile à lire. On va regarder ensemble le résumé qu'en fait Franck Ouadio et puis on en reparle. Le porte-parole. Dans le schéma de ce média, il incarne celui qui porte la pensée d'un auteur. C'est donc une responsabilité. Et Joël Nguessan ne veut pas que cette réalité soit perdue de vue. Porter la parole, un sacerdoce. 531 pages déclinées à travers 7 chapitres. L'auteur est ancien ministre du gouvernement, mais aussi porteur de la voix et de la pensée du chef de l'État, et cela durant 10 ans. Le porte-parole saisit la pensée, mais surtout la transmet. Il faut pour cela connaître celui qui dit ou émet sa pensée en cernant sa vision, mais surtout intégrer cette vision. L'œuvre, qui est un recueil de partage, s'inscrit comme un florilège de paroles, de pensées et d'anecdotes sur le président Alassane Ouattara, auprès de qui Joël Nguessan, ministre, mais aussi porte-parole, aura passé plusieurs années riches en expérience. L'auteur, par cette production qui alterne biographie et essai, nous invite à apprendre à mieux nous connaître afin de mieux connaître l'autre. Et ce soir, vous allez nous partager vos échecs, mais aussi vos réussites. Dites-nous, quels sont les faits qui vous ont marqué dans votre mission de porte-parole? Le premier fait, c'est que d'abord, il y a eu 2 événements fondamentaux. Le premier, c'est les 2 fois où le président Alassane Ouattara a eu à me reprocher, non, pas me reprocher, mais me dire que peut-être que j'aurais pu faire différemment. Et dans les 2 cas, c'est la première fois, c'est parce que je n'avais pas parlé. Et la deuxième fois, c'est parce que j'avais un peu trop parlé. Donc, il faut savoir être mesuré. Il faut être mesuré. Le premier cas, c'était quoi? C'était une jeune dame qui s'était fait immoler devant le palais présidentiel. Et j'ai été silencieux sur cet événement parce que mes camarades de parti m'avaient demandé de ne pas intervenir. Et le président a été très surpris au bout d'1 semaine de constater que je n'avais rien dit. Donc, il m'a appelé pour me demander les raisons de mon silence. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, c'est parce que les autres m'ont dit de ne rien dire. Et il m'a fait remarquer que, en tant que porte-parole, je porte sa parole, je porte la parole du parti, et que les autres n'ont pas à me l'interdire. D'accord. Et donc, vous devez vous référer à lui? Non, il ne veut pas qu'on se réfère à lui. D'accord. Quand vous êtes porte-parole, c'est que vous dites ce que vous avez à dire parce que vous connaissez la personne dont vous portez la parole. Donc, il y a des qualités requises. Mais bien sûr, les qualités, c'est d'abord, de connaître celui dont vous portez la parole, mais au-delà de ça, c'est d'être travailleur. Parce que vous passez des moments entiers, des nuits entières, à analyser toute la presse, tout ce qui se dit sur votre leader et sur votre parti, et vous en tirez les conclusions pour dire, à partir de demain, voilà ce que je vais dire. Donc, c'était le premier cas. Le deuxième cas, c'est que, comme je l'ai dit... Vous avez donné les 2 cas, hein? Oui, non, la première fois, vous n'avez pas parlé. La deuxième fois, j'avais un peu trop parlé. Vous avez un peu trop parlé. Et là, bon, ce jour-là... Vous avez tiré des leçons? J'ai tiré les leçons de ça et je lui ai dit, bon, écoutez, Monsieur le Président, je ne vais plus recommencer. Dans l'une des qualités, on remarque que c'est aussi l'humilité, reconnaître quand on n'a pas bien fait, c'est ça? Ah, bien sûr, c'est très important. Non, quand on est un porte-parole, on n'a pas la science infuse.
on est dans une posture où on doit être capable de se remettre en cause chaque fois que, quelque part, ce qu'on a dit ne va pas dans la vision du leader et du parti, et surtout être capable de faire du rétropédalage parfois. Y a-t-il des paroles que vous regrettez aujourd'hui? Non, je ne crois pas, parce que dans les deux cas que je viens de vous citer, je crois que quelque part, j'ai eu raison de porter la parole pendant 10 ans au niveau du RDR. Alors, un porte-parole, vous l'avez dit, n'est pas censé sortir du cadre qui lui a été indiqué. Vous êtes donc la voix des autres, la voix de votre leader, la voix du groupe, la voix du parti. Comment avez-vous reçu, parce que j'ai lu dans votre ouvrage que vous avez vécu des humiliations, vous avez reçu des injures. Oui, vous savez, quand on est une personnalité publique, les injures et les humiliations ne doivent pas vous amoindrir dans votre action. Ne perdez jamais de vue l'objectif que vous visez. Moi, j'avais un seul objectif, porter la parole d'un leader, d'un parti, et surtout faire de telle sorte que ce leader arrive au pouvoir. Il arrivait au pouvoir, et deuxièmement, le défendre quelles que soient les circonstances, et pouvoir incurver les situations qui peuvent porter atteinte à son honorabilité. Et c'est ce que j'ai fait. Donc moi, je dis que je ne pense pas avoir échoué. D'accord. Donc, mission accomplie, on pourra dire? Oui, totalement accomplie. Et je suis fier de l'avoir fait, malgré les injures, ce que les gens pouvaient dire. Mais vraiment, je vous dis que la mission était plus importante. Et c'est pour ça que je dis que c'est un sacerdoce. Merci beaucoup, M. Joël Nguessan, d'avoir répondu à nos questions. Vous avez un rapport avec l'actuel porte-parole de votre parti? Oui, Ayoumani? Oui. D'abord, c'est mon jeune frère. Et puis, nous partageons beaucoup de valeurs ensemble. Merci beaucoup. Et puis, certainement, vous lui partagez aussi les leçons reçues de votre mission de porte-parole. 10 années, je rappelle. Et vous écrivez « Porter la parole est un sacerdoce, 10 années au service de votre parti, 10 années au service de votre leader ». Merci d'avoir été notre invité de la page culture ce soir. Merci Marie-Laure. Voilà, 10 ans de porte-parole transcrits et décrits dans un ouvrage pour servir d'héritage aux jeunes générations en quête de savoir. Car dit-on, vous l'avez entendu de la bouche de notre invité, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et les paroles qui reviennent dans un livre sont chargées d'espoir et ne sont jamais oubliées. Point final de ce 20h. Demain, vous avez rendez-vous avec Kolo Coulibaly à la même heure. Passez une très belle fête de Pâques. Et moi, je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous.